Coucou guys, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle, je suis contrôleur aérien et je suis également coach d'anglais. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Si tu es déjà abonné sur ma chaîne, alors je te dis merci d'être abonné et bienvenue une nouvelle fois dans cette nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui est un petit peu différente, le format est différent. Je vais répondre à plusieurs questions qui se regroupent autour de trois grandes thématiques. C'est des questions qui m'ont été souvent posées. Ça concerne premièrement mon parcours académique. On me demande souvent qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai étudié à l'école pour devenir contrôleur aérien. Comment est-ce que j'ai entendu parler du concours, comment est-ce que je suis devenue contrôleur aérien. On me demande souvent qu'est-ce que je fais aujourd'hui, comment est-ce que j'ai évolué. Est-ce que j'ai étudié après ou pas? Je vais répondre à la question dans cette vidéo. La deuxième thématique, ça va être mes compétences linguistiques. Je reçois énormément, mais énormément de questions sur comment est-ce que j'en suis arrivée à parler l'anglais aujourd'hui, comme je le fais. Et enfin, la troisième, c'est également les compétences linguistiques, mais professionnelles. Donc, on me demande beaucoup comment est-ce que j'ai fait pour atteindre le niveau 6 sur l'échelle des compétences linguistiques de l'OACI. Alors, la vidéo n'est absolument pas un plan détaillé des méthodes à suivre. Mais je pense qu'en partageant avec vous mon parcours académique, mon parcours linguistique, je pourrais en inspirer plus d'un en matière surtout de compétences linguistiques. Si la réponse à ces questions-là vous intéresse, je vous invite à rester tout simplement jusqu'à la fin de la vidéo. Allô? Civilian approach Ethiopian 925. Good afternoon. 1015. Ethiopian 925, Civilian approach, good afternoon, go ahead. C'est bon? Good afternoon, ma'am. Ethiopian. Alors, je m'appelle Christelle Dagna, épouse Itongolo. Je suis née dans le nord-ouest du Cameroun. Je suis aujourd'hui contrôleur de la circulation aérienne. Je le suis depuis un petit peu moins de 10 ans. J'ai pris service le 2 juin 2014. Voilà, à Yaoundé-Simalène. En tant que contrôleur aérien au quotidien, mes tâches, c'est essentiellement d'assurer la sécurité des vols qui sont sous ma responsabilité, qui volent dans l'espace aérien ou la portion de l'espace aérien dont j'ai la responsabilité. Je vous ai expliqué un petit peu c'est quoi le rôle d'un contrôleur aérien dans la vidéo que j'ai publiée précédemment sur la chaîne. N'hésitez pas à aller regarder si vous l'avez raté. Je suis également instructeur de la circulation aérienne. Donc, en plus d'être contrôleur, je suis chargée de former les élèves qui sortent, qui ont obtenu leur diplôme de base à l'École africaine de la météorologie de l'aviation civile. Donc, je les forme sur site à l'aéroport où ils ont été affectés de façon à ce qu'ils puissent travailler à la tour de contrôle sans supervision, donc de façon à ce qu'ils deviennent un contrôleur aérien qualifié et titulaire. En tant qu'instructeur, j'ai également la charge d'évaluer et de former le personnel déjà contrôleur, parce que oui, les contrôleurs aériens sont soumis à des contrôles de compétences au moins une fois par an. C'est des tests théoriques, c'est des cours de rafraîchissement, c'est des simulations qui sont faites et au bout du processus, on détermine si oui ou non le contrôleur aérien est toujours apte à travailler à la tour de contrôle sans supervision. Et bien sûr, tout ceci est fait sous le leadership d'un responsable de l'unité de l'intégration et de la qualification du personnel contrôleur. Je suis instructeur donc depuis 5 ans et depuis 2 ans maintenant, je suis également testeur de la circulation aérienne. J'interviens quand ce rôle-là m'est assigné à la tour de contrôle pour observer un contrôleur aérien stagiaire en position de contrôle et déterminer sur la base de son comportement général si oui ou non il sera apte à exercer en tant que contrôleur de la circulation aérienne qualifié, donc sans supervision. En dehors de mes heures de travail à l'entreprise, je suis également coach d'anglais. Je fais du coaching en anglais depuis environ 5 ans maintenant. J'aide les personnes qui ont peur à dominer la conversation, l'art de la conversation en anglais. J'aide les personnes à apprendre l'anglais tout simplement ou à s'améliorer sans dépenser des fortunes. Ça, c'est un service qui est devenu payant au fil du temps, même si je le faisais au début gratuitement. Toujours dans le coaching en anglais, je suis bénévole. Je travaille pour la Fédération internationale des associations de contrôleurs aériens du monde en tant que bénévole. Je fais du coaching pour les contrôleurs aériens et pilotes, du coaching donc en anglais professionnel, en anglais de l'aviation. Nous avons un programme extraordinaire de coaching en anglais technique qui s'appelle Speak English Program, qui est accessible à tous les pilotes et tous les contrôleurs aériens qui sont membres
des associations membres de la Fédération internationale des associations des contrôleurs aériens. Donc, je donne de mon temps, fonction de mon emploi du temps professionnel, bien sûr. Ça peut être 2 fois par mois, ça peut être 3 fois par mois. Je rencontre donc 2, parfois 3 contrôleurs en une séance, ou pilotes, bien sûr. Je les pousse à s'exprimer en anglais sur des sujets vraiment variés, en anglais général et en anglais technique. Et c'est un exercice extrêmement gratifiant. Je suis extrêmement fière de faire partie de ce programme-là en tant que facilitatrice. Je suis étudiante en littérature anglaise. Je fais un Bachelor of Arts in English Language and Literature. J'étudie l'histoire de l'anglais, j'étudie la linguistique ou la phonétique, la recherche académique, la rédaction académique. Entre autres, j'étudie l'enseignement en anglais. Je suis en 4e année, donc j'ai terminé un certain nombre de modules liés à l'enseignement en anglais. C'est ce qui explique que je fasse du coaching. J'ai appris à enseigner les adultes et les enfants en anglais général. J'apprends aujourd'hui à enseigner les enfants ou les adultes avec des besoins spécifiques. Ceux qui ont ce qu'on appelle language disorders, les troubles du langage, les troubles de communication, les autistes. C'est le module que je fais actuellement. Je suis mariée, je suis mère de plusieurs enfants et je réside à Yaoundé au Cameroun. J'adore voyager, j'aime beaucoup la lecture et j'adore la natation. Comme je vous le disais, j'ai obtenu mon baccalauréat C au lycée bilingue de Bamenda dans le nord-ouest. Ensuite, je me suis inscrite en faculté de mathématiques à Ngoïkélé. Donc, j'ai fait maths première année. Et pendant la première année, j'ai postulé pour être contrôleur de la circulation aérienne et j'ai réussi au concours. Alors, ce qui se passe, c'est que quand j'ai le bac ou quand je compose le bac, l'année où je compose le bac, je fais des concours et je ne réussis pas. C'était essentiellement l'INSET de Bambili, pour ceux qui connaissent. J'ai fait le concours d'entrée à l'ENSP et j'ai pas réussi. Donc, après les deux, j'ai décidé de m'inscrire en filière de mathématiques parce que pour moi, c'était la filière qui allait m'aider à préparer au mieux les concours pour l'année suivante. Et j'aimais vraiment beaucoup également les mathématiques. Donc, pendant cette année-là, j'ai refait le concours d'entrée à l'ENSP. J'ai encore lamentablement échoué. Et puis, j'ai un ami qui est également contrôleur aujourd'hui, avec qui j'ai été à Bamenda, qui m'a parlé du concours d'entrée à l'IAMAC. Donc, quand on a fait les recherches, c'était juste un mois avant le concours, on s'est rendu compte que, moi, en tout cas, c'était ma motivation première. Je me suis rendu compte que les mathématiques, c'était coefficient 4, les sciences physiques, c'était coefficient 4, l'épreuve de français, la dissertation littéraire, c'était coefficient 2, l'anglais théorique, c'était coefficient 2, mais l'anglais pratique, donc l'entretien en anglais tel qu'on le fait aujourd'hui, c'était coefficient 10. Donc, vous l'aurez compris, à l'époque, en 2009, en 2010, le format du concours était différent. Donc, j'avais été extrêmement motivée par le fait que l'anglais était coefficient 10. Je vous explique dans la deuxième section de la vidéo pourquoi j'étais aussi bien motivée. Évidemment, c'est lié à mes compétences linguistiques du moment. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai fait le concours d'entrée à l'IAMAC, que j'ai réussi et puis je suis allée à Niamey. Je vous explique encore une fois dans la vidéo précédente sur la chaîne qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a réussi au concours d'entrée à l'IAMAC. C'était quelque chose de très bien qui est arrivé dans ma vie. Ceux qui me suivent sur Instagram savent que ce concours a été une aubaine dans ma vie et c'est aussi pour ça que je n'arrête pas de partager l'information aujourd'hui. Ceux qui ne me suivent pas, j'aurai peut-être l'occasion de vous expliquer un de ces jours pourquoi. Mais on va passer maintenant à comment est-ce que j'ai appris l'anglais, comment j'en suis arrivée à parler l'anglais aussi bien aujourd'hui. Alors, je suis née et j'ai grandi dans le nord-ouest du Cameroun, dans la ville de Bamenda. Pour ceux qui ne connaissent pas le Cameroun, le nord-ouest, c'est une partie où la population est à majorité anglophone. Cette partie-là, avant d'être une partie du Cameroun, donc avant l'indépendance ou avant l'unification, a été colonisée ou sous tutelle de l'Angleterre. Je ne suis pas sûre si c'était colonisé, je pense que ça a été soit sous tutelle, soit colonisé par l'Angleterre et donc la population de là-bas est anglophone. Vous comprenez que j'ai été exposée extrêmement tôt à la langue anglaise. Et il faut savoir qu'au Cameroun, comme c'est un pays bilingue, en section francophone, les élèves ont généralement dans toutes les classes l'anglais comme matière et en section anglophone, c'est l'inverse, les élèves ont le français comme matière. Donc moi, de la maternelle jusqu'au baccalauréat, j'ai toujours eu, et même jusqu'en première année de mathématiques d'ailleurs, j'ai toujours eu l'anglais comme subject. Et bien sûr, j'étais une élève assez studieuse, j'ai toujours très bien travaillé, vraiment sans prétention aucune. Je suis plutôt polyvalente, je suis au minimum moyenne dans la plupart des matières et j'excellais
en anglais. Bon, c'était juste de la théorie, effectivement, parce que en classe, qu'on nous enseigne, c'est la grammaire, c'est le vocabulaire, c'est la compréhension du texte, mais il n'y a pas la partie listening et la partie speaking, ce qui constitue un problème. Mais il y a aussi le fait que dans une salle de classe, quand on est au lycée ou quand on est à l'école primaire, il y a plusieurs personnes de niveaux différents et donc le programme d'enseignement ne peut pas être adapté aux meilleurs élèves, il ne peut pas être adapté aux pires des élèves, il est forcément pour l'élève moyen. Donc je considère que ce n'est pas le meilleur système pour apprendre l'anglais. Je dois néanmoins reconnaître que pendant tout mon cursus primaire et secondaire, j'ai eu des cours théoriques d'anglais, donc c'était beaucoup de grammaire. Je suis vraiment très bonne en ce qui concerne la structure en anglais, les structures grammaticales, le vocabulaire, la compréhension du texte, vraiment tout ce qui est théorique. Comme je vous le disais au début, j'aime énormément la lecture. En tout cas, je le fais un peu moins aujourd'hui parce que il y a les responsabilités familiales, la vie d'adulte, comme on dit. Je n'ai pas forcément autant de temps pour lire que j'en avais à l'époque. Mais en grandissant, j'ai beaucoup lu. Je crois qu'à 12 ans, je lisais déjà d'énormes livres en français. J'étais inscrite à l'Alliance franco-camerounaise de Bamenda, pour ceux qui connaissent. C'est un endroit où, un petit peu comme les centres culturels français qu'on a dans les capitales de nos pays africains aujourd'hui. Donc là-bas, il y avait une énorme bibliothèque et donc j'ai lu énormément de livres. Et quand je pense que j'avais épuisé le stock des livres en français, je me suis dit, mais je comprends très bien l'anglais. Pourquoi est-ce que je ne commencerai pas à lire les livres en anglais? Parce que sinon, je fais quoi? Je vais m'ennuyer. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à lire les livres en anglais. Évidemment, c'était fatigant au début. Je n'ai pas commencé tout de suite avec les gros livres. J'ai commencé avec des petits magazines, j'ai commencé avec des petits livres, avec plein d'illustrations. Et progressivement, j'en suis arrivée à lire des gros livres, des sagas, les livres de Harry Potter. Et je pense qu'une grande partie de mon bagage linguistique, surtout en matière de compréhension, en matière de vocabulaire et de structure, ça vient de là. Ça s'est en tout cas, je pense, perfectionné à travers la lecture intensive et extensive que je faisais à l'époque. Donc, à un moment donné, j'ai également épuisé le stock de livres à l'Alliance franco-camerounaise. C'était pas une si grande bibliothèque. Donc, j'avais trouvé un système pour trouver des livres. C'est-à-dire qu'il y a un endroit qu'on appelle Commercial Avenue, comme une avenue commerciale à Bamenda, pour ceux qui connaissent, où on vend des livres, les vendeurs et les revendeurs de livres. Donc là-bas, tu achètes un livre initialement à son prix réel. Ensuite, quand tu le termines, parce que tu n'as pas les moyens de t'en acheter d'autres, tu reviens, tu donnes 500 francs CFA, un peu moins de 1 euro ou 1 dollar, et puis on te remet un nouveau livre que tu vas lire, et puis le processus continue. Donc, j'ai fait ça et j'ai lu beaucoup plus de livres encore. J'ai commencé à adorer vraiment la lecture en anglais. Je trouvais d'ailleurs que pour les œuvres qui étaient faites en anglais, c'était beaucoup plus, comment dire, on ressent beaucoup plus les émotions qui sont décrites. Vraiment, la version originale était meilleure, est meilleure, et c'est l'expérience que j'ai aujourd'hui d'ailleurs. Les films produits et réalisés en anglais sont toujours forcément meilleurs que ces mêmes films-là quand ils sont traduits. Je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience, dites-le moi en commentaire. En fait, en gros, quand j'arrive en terminale, j'ai de très bonnes notes en anglais, même si je ne parle pas forcément extrêmement bien. Je ne dirais pas que j'aurais pu être assimilée à un anglophone à cette époque. J'avais de très bonnes notes en anglais théorique, tout ce qu'on composait à l'école et tout. Je n'avais pas forcément des conversations très longues et très profondes en anglais. Donc oui, je me disais que je suis très bien, excellente, mais je n'avais pas éprouvé mon niveau de speaking. Mais je ne le savais même pas à l'époque. Je me disais que j'étais excellente et que j'avais littéralement pas grand-chose, pas plus à apprendre, ce qui était extrêmement ridicule et vous allez comprendre pourquoi. Mais du coup, c'est ça qui explique que quand je vois le concours d'entrée à l'EAMAC, cycle contrôleur de la circulation aérienne, anglais coefficient 10, je dis waouh, mais comment je vais faire pour ne pas réussir à ce concours? C'est pas possible. Je vais réussir, je vais le faire et je vais réussir. Et oui, j'ai réussi. Et je le dis en toute honnêteté, je pense que si je n'avais pas ces compétences linguistiques-là, je n'aurais pas réussi au concours. En tout cas, probablement pas. Ne disons pas non, mais je pense, je suis confident that it is because of my linguistic skills that I succeeded. J'ai continué à apprendre l'anglais à l'EAMAC. On s'est retrouvés à l'EAMAC dans les mêmes salles de classe avec des personnes de niveaux différents. Donc, ça rejoint un petit peu ce que je disais par rapport aux cours qu'on fait à l'école primaire et à l'école secondaire. Des personnes de plusieurs niveaux, c'est vraiment extrêmement difficile de servir les intérêts linguistiques de toutes les personnes de la salle de classe. Je considère que
J'aurais pu apprendre beaucoup plus dans le cursus de l'EAMAC, mais je reconnais également que mon niveau a progressé de l'entrée à l'EAMAC jusqu'à la sortie à l'EAMAC où j'ai fait un test de compétences linguistiques et j'ai eu le niveau 5. Donc, je sors de l'EAMAC, je me suis améliorée, j'ai le niveau 5 sur l'échelle des compétences linguistiques de l'OACI. Je suis C1 Advanced sur le Common European Frame of Reference. J'arrive au Cameroun, je commence à travailler et tout change pour moi. C'était en 2014. Je vous explique dans la prochaine partie de la vidéo. Alors, je vous explique. Je commence à travailler en 2014, en juin, et je suis qualifiée en décembre 2014, 5 mois après. Alors, donc, je commence à travailler effectivement à la tour sans supervision et du coup, je communique avec des pilotes de tous les horizons, vraiment de divers horizons, avec plusieurs accents différents. Vraiment, il y avait des Américains, il y avait des Anglais, il y avait des Russes, des Ukrainiens, des Français, des Camerounais, des Ivoiriens, et les accents étaient vraiment très différents. Et en travaillant, j'ai remarqué que plus l'accent était clair ou standard, plus j'étais à l'aise. Il y avait moins de moments où il fallait demander aux pilotes de se répéter. Il y avait moins d'ambiguïté où il fallait demander aux pilotes de clarifier ou de redemander ce qu'ils ont demandé. Et clairement, ça, c'est des choses qui ont un impact sur la qualité de service qui est rendue. En fait, en gros, j'ai compris tout de suite véritablement pourquoi on dit que les compétences linguistiques ont un impact énorme sur le travail de contrôleur aérien ou sur la sécurité des vols. Et je me suis dit, la meilleure façon de s'améliorer, d'être meilleur, d'être au top, c'est vraiment de rapprocher ma prononciation le plus possible de l'anglais standard, de ce qu'on appelle aujourd'hui, je le sais aujourd'hui parce que j'étudie ça, ce qu'on appelle donc Modern Received Pronunciation. Donc tout part de là, je commence à travailler, je ne me fixe pas d'objectif. Au quotidien, mon besoin, c'est d'apprendre une nouvelle chose, mais surtout et essentiellement de réapprendre la prononciation standard de tous les mots de mon vocabulaire. Et c'est littéralement ce que j'ai fait au fil des années. Sans m'en rendre compte, vraiment, l'anglais est devenu un style de vie. Tout mon entourage, tout mon environnement a été transformé. J'ai créé un environnement anglophone alors que je vis dans un pays francophone, alors que j'ai autour de moi 95% de personnes qui ne parlent que français. Mais j'ai réussi à maintenir et à garder le contact permanent avec l'anglais. Il y a une vidéo sur ma chaîne, je crois qu'elle est intitulée 10 méthodes ou 10 genius ways to create an English speaking environment around you. Toute la vidéo, c'est vraiment mon expérience, c'est tout ce que j'ai appliqué au fil du temps pour devenir aussi compétente en anglais. Dans la vidéo, par exemple, je vous dis que tous mes réglages sur tous mes appareils ont été changés du français à l'anglais. J'ai changé beaucoup de choses, j'avais des dictionnaires à portée de main, j'ai des applications presque ouvertes, presque tout le temps, sur mes téléphones, sur ma tablette, sur mon ordinateur, de dictionnaire en anglais où j'ai vraiment une possibilité de rapidement consulter la bonne prononciation, la bonne transcription phonétique d'un mot. J'ai vécu comme ça pendant longtemps et je n'ai pas eu, on va dire pendant 5 ans d'ailleurs, je n'ai pas eu de méthode ou d'envie même de m'auto-évaluer pour voir si je m'étais améliorée ou pas. Je savais que j'apprenais de nouvelles choses et je m'évertuais à les appliquer, ces nouvelles choses que j'apprenais. Je m'évertuais à enseigner ça aux gens. Donc, j'ai commencé à créer, par exemple, des forums professionnels où on pouvait pratiquer la langue anglaise avec des collègues. J'ai commencé à faire du tutoring en anglais de façon informelle. C'est-à-dire que j'aidais simplement les gens de façon bénévole qui voulaient s'améliorer en anglais. Toutes les personnes qui, pour une raison ou une autre, avaient besoin de pratiquer, j'étais ouverte à discuter, à avoir des conversations avec ces personnes-là. Ce qui a été déterminant et qui m'a fait réaliser à quel point j'avais évolué, c'est quand je participe au programme d'immersion pour les contrôleurs aériens en Afrique du Sud à Johannesburg en 2019. Alors j'arrive en 2019 à Johannesburg, immédiatement j'entre en contact avec des natifs de la langue qui me complimentent tout de suite. Ce que je remarque immédiatement, c'est que les gens ont du mal à dire d'où je viens sur la base de mon accent. C'est-à-dire que mon accent, a priori, à aucun moment n'altère le message que j'envoie ou ne détermine ma provenance culturelle, on va dire, ou d'origine. Ensuite, dans les classes, dans les exposés, dans les entretiens, j'excelle vraiment. On fait un test de positionnement, je suis au top, dans la classe au top. Et j'ai régulièrement des encouragements de mes enseignants à faire des formations pour devenir moi-même enseignante, notamment le CELTA et plus tard éventuellement le DELTA. Ils me partagent des flyers
pour que je puisse intégrer le programme. Ils me disent qu'ils feront un très bon rapport pour moi à la direction générale le moment venu. Donc ça m'encourage énormément. Mais en plus, je fais le test de compétences linguistiques de l'OACI et sincèrement, j'étais très curieuse de savoir, j'étais convaincue d'ailleurs qu'il y aurait au moins des sections dans lesquelles j'aurais le niveau 6 qui est le top des niveaux, le niveau expert ou on appelle ça Native Like Competency. Donc je fais le test essentiellement pour ça, je ne m'attends pas à avoir le niveau 6 parce que pour moi je suis francophone, je ne suis pas native de la langue, le Cameroun n'est pas considéré comme une native speaking country et donc je considère que si tu n'es pas natif, tu ne peux absolument pas scorer ce niveau, mais c'est pas le cas et donc je fais le test, je réussis, j'ai le niveau 6 qui est extraordinaire, c'est une très bonne nouvelle pour moi, je suis très contente. Alors je m'arrête ici pour faire un petit disclaimer. Le niveau 6, ce n'est pas quelque chose que j'ai cherché, ça n'a jamais été un objectif. Et je considère que ce n'est pas un must dans la carrière professionnelle. Alors, j'ai découvert en faisant des recherches que c'est quelque chose qui ne dépend pas forcément uniquement des compétences linguistiques ou des efforts sur le plan linguistique d'un individu. Et c'est pour ça que je n'encourage pas qui que ce soit à rechercher ce niveau. Parce qu'on peut le chercher toute sa carrière, mais il y a des éléments que si on n'a pas eu, on n'atteindra jamais ce niveau. Je parlais notamment de l'exposition extrêmement tôt à la langue anglaise. Il a été démontré scientifiquement par des chercheurs que si on n'a pas été exposé extrêmement tôt, donc dans les premières années de vie, en anglais, il n'y a absolument pas de chance qu'on atteigne ce qu'on appelle Native Like Competency. Il a été également déterminé que si jusqu'à un certain âge de votre vie, vous n'avez pas déjà commencé à apprendre l'anglais, vous n'atteindrez jamais le Native Like Competency. Cette période chez les adultes ou les adolescents s'appelle the critical period dans le language acquisition. Alors ça varie selon certains chercheurs, mais ça tourne toujours autour de 12, 13, 14 ans pour la plupart des chercheurs. Donc concrètement, il a été démontré que premièrement, si tu n'as pas été exposé à une langue extrêmement tôt, on parle de 0 mois, on parle de 6 mois, de 8 mois, d'avant un an, il n'y a presque pas de chance que tu atteignes cette compétence-là. Et donc, si jusqu'à 13, 14, 15 ans, comme je le disais, tu n'as pas déjà commencé à apprendre l'anglais, tu n'atteindras probablement jamais cette langue. Donc, il y a des petits détails de ce type-là qui peuvent faire qu'on se concentre à rechercher ce niveau, mais qu'on ne l'atteigne jamais. Et on peut en sortir frustré alors que ne pas avoir ce niveau ne veut absolument pas dire qu'on n'est pas compétent. Moi, avant d'arriver à l'IAMAC, j'avais déjà le niveau pour être contrôleur aérien. Quand j'ai eu le niveau 5, j'avais ce niveau. Quand j'ai eu le niveau 6, j'avais ce niveau. Et je vous garantis que la partie la plus intéressante de mon parcours linguistique, je vous promets, ça a commencé après avoir acquis ce niveau 6-là. Après mon immersion, je rentre et je commence à être extrêmement curieuse en matière de langue, en matière d'anglais, à rechercher quelle est l'évolution de l'anglais. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Pourquoi est-ce qu'on devrait même être intéressé par une prononciation standard? Pourquoi est-ce que notre anglais ne compte pas plus que ça? Et je décide donc de m'inscrire au programme The Bachelor of Arts in English Language and Literature et j'adore tout simplement. J'ai développé encore plus ma phonétique, ma prononciation et aujourd'hui je travaille toujours à la standardiser. Il y a beaucoup de débats sur la nécessité de standardiser ou pas son anglais, sa prononciation en anglais. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça ne l'est pas? Ça fera l'objet d'une toute autre vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner parce que je ferai une vidéo pour vous expliquer pourquoi vous en avez besoin ou pourquoi c'est pas nécessaire. Qu'est-ce qu'il faut que vous vous posiez comme question pour savoir si c'est important de standardiser sa prononciation ou pas. Pour moi, ça a été très bénéfique pour moi. Et je suis contente de l'avoir fait. Je m'adapte très facilement en fonction de si je suis devant une Bayamsela camerounaise avec son accent au Cameroun ou alors si je suis devant un Américain. Mais vraiment, je m'adapte comme un caméléon. Et c'est aussi un critère qui détermine une compétence avancée en anglais. Vous l'aurez donc compris, l'anglais a été extrêmement déterminant dans ma vie. Ça l'est toujours. Je suis certaine que l'anglais va m'ouvrir encore beaucoup plus de portes. D'ailleurs, je fais des études là-dessus. C'est pas anodin du tout, c'est très orienté. Je vous encourage à vous concentrer et à apprendre l'anglais également. Alors, je vous l'ai dit au début de la vidéo, ça, ce n'était pas un plan à suivre à la lettre pour pouvoir
accomplir les choses que j'ai accomplies sur le plan linguistique ou même sur le plan académique, absolument pas. Mais je pense que vous pourrez piquer des éléments pour vous encourager au moins à vous améliorer en anglais. Ça fait longtemps que j'ai voulu faire cette vidéo, que je veux faire cette vidéo, mais vous savez, il y a toujours ce sentiment, je crois qu'on appelle ça en anglais the imposter syndrome, qui fait que le syndrome de l'imposteur, qui fait qu'on se demande quand on veut faire une vidéo pareille, en quoi est-ce que notre parcours est véritablement riche, est-ce qu'on a quelque chose à apprendre à quelqu'un. Finalement, la question ou les questions m'ont été tellement posées que je me suis dit, je fais la vidéo. Si ça peut aider certaines personnes ou au moins les encourager, alors c'est tant mieux pour moi. J'espère que vous avez apprécié mon partage. N'hésitez pas à me laisser des questions en commentaire si il y a des choses que vous voulez savoir et que je n'ai pas dit dans la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo pour soutenir ma chaîne. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.